Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel. Au sommaire de ce numéro, au Mexique, la police et l'armée accusées de violences sexuelles envers les femmes. Amnesty International dénonce une pratique courante et l'impunité d'un système. Elle est l'une des personnalités de moins de 30 ans les plus influentes en Europe. D'après le magazine Forbes, Joséphine Goub veut contribuer à résoudre la crise des réfugiés via des start-up. Elle défend aussi la place des femmes dans la tech. Elle est l'invitée de cette édition. Et enfin, en Afrique du Sud, des lycéennes à la conquête de l'espace, 150 d'entre elles participent au lancement du premier satellite privé africain en programmant des robots. Mais pour commencer, je vous propose de découvrir ce qui se passe sur la planète actuelle. En bref, du Texas à l'Écosse en passant par le Mexique avec Nabia Makloufi. Violation. La tortura sexuelle. Acoso. Les mêmes réponses, les mêmes peurs qui reviennent en boucle. Dénoncer les abus sexuels sur les prisonnières mexicaines, voilà le message de ce clip percutant réalisé par Amnesty International. Sur les 100 femmes interrogées par l'ONG, 97 d'entre elles dénoncent des violences physiques. 72 disent avoir été agressées sexuellement au moment de leur arrestation ou dans les heures qui ont suivi. Et enfin, 33 affirment avoir été violées. Depuis 1991, elles sont des milliers à avoir dénoncé ces violences, mais seuls 15 cas ont abouti à des condamnations. Une victoire historique. À coups de pancartes et de slogans, ils se défient devant la Cour suprême. La plus haute juridiction du pays vient de réaffirmer avec force le droit à l'avortement pour les femmes, de quoi déchaîner les passions. Maintenant, le combat, c'est de s'assurer que toutes les femmes, quelle que soit leur origine, leur revenu, puissent avoir accès à un avortement sécurisé. Et aujourd'hui, c'est une victoire en ce sens. Nous pensons que les femmes méritent mieux que l'avortement. Je ne veux pas que l'avortement soit illégal, je veux qu'il soit inconcevable. Les Américaines ont obtenu le droit à l'avortement en 1973. Depuis, aucun État ne pouvait techniquement leur interdire l'IVG, mais les plus conservateurs, comme le Texas par exemple, avaient établi des restrictions sur les modalités de ces opérations, de quoi rendre la tâche encore plus douloureuse pour de nombreuses femmes. Diplomate, mais surtout tenace. Nicola Sturgeon est la femme de la semaine. Sans attendre la moindre invitation, la première ministre écossaise est allée jusqu'à Bruxelles pour faire entendre la voix des Écossais, largement favorable à leur maintien dans l'Union européenne. C'était l'occasion pour moi de dire une nouvelle fois à quel point l'Écosse souhaite rester dans l'Union européenne et que nous voulons protéger nos relations avec l'Union européenne. Cette avocate de formation n'a que 16 ans lorsqu'elle rejoint le parti nationaliste écossais, le SNP. 30 ans plus tard, elle en prend la direction. La reine des Écossais, comme l'ont surnommé certains médias, semble plus disposée que jamais à offrir l'indépendance à son peuple. Elle est l'une des jeunes personnalités les plus influentes en Europe, repérée notamment par le magazine Forbes. Son but, résoudre la crise des réfugiés. Une des solutions, les start-up. Joséphine Goub, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous êtes française, basée à Londres, vous avez 27 ans, vous êtes passée par Sciences Po, vous avez étudié l'urbanisme et les minorités ethniques, notamment à New York. Et récemment, vous avez lancé, ou en tout cas, vous êtes membre et vous êtes à l'impulsion de TechFuji, c'est une communauté dont le but est de résoudre ou d'aider à résoudre la crise des réfugiés par les nouvelles technologies. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, donc TechFuji, c'est une entreprise sociale qui est basée à Londres et qui a 27 chapitres locaux dans le monde entier, c'est-à-dire des volontaires sur le terrain qui essayent de concrètement comprendre comment le secteur humanitaire fonctionne et les ONG et les organisations, associations qui s'occupent des réfugiés, pour savoir si on peut aider avec la technologie, avec des applications, avec des moyens très simples tels que l'utilisation de WhatsApp ou de Google Drive, si on peut aider à optimiser la réaction, la réponse du secteur humanitaire. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de solutions techniques ? Oui. Donc on a par exemple, on a 5 objectifs avec TechFuji. C'est 5 besoins des réfugiés. Le premier étant l'accès à Internet et aux technologies. Le deuxième à l'éducation.
Le troisième, à l'identité, parce qu'avec l'identité, c'est la reconnaissance des valeurs, des compétences, des diplômes. Et ça veut dire que ça rend à cette personne la dignité. Parce que si vous parlez avec des réfugiés, le mot réfugié n'est pas quelque chose qu'ils aiment entendre. Ils ne s'identifient pas comme réfugiés, évidemment. Ça leur fait perdre toute dignité. La quatrième chose qu'on regarde, c'est la santé. Et dans la santé, il y a beaucoup la question de la femme. Parce qu'une femme sur 10 qui prend le chemin est enceinte. Et le cinquième plan est l'inclusion sociale. C'est-à-dire comment on va aider aux réfugiés à s'intégrer dans la société, s'intégrer aux mœurs et comprendre les valeurs, les codes sociaux. Et aussi accéder juste à la vie quotidienne, à avoir un compte en banque, à avoir une maison. Vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a ému dans la crise des réfugiés ? Pourquoi finalement vouloir résoudre cette crise ? C'est une crise politique. C'est une crise politique. On ne la résoudra pas avec la technologie. Et on ne s'est pas donné cette ambition. On s'est donné vraiment l'ambition de venir en aide aux besoins des réfugiés, qui sont les 5 dont je vous ai parlé. Et c'est la seule chose qu'on puisse faire, c'est optimiser leur accès à la technologie, à l'éducation, au travail, le travail qui intègre vraiment et qui rend la dignité, j'ai vraiment insisté là-dessus, la santé et l'inclusion sociale. Tout à l'heure, vous avez parlé des femmes, de la santé. Est-ce que vous pensez que les femmes réfugiées ont besoin d'un traitement spécifique ? Et quelles sont vos idées par rapport à ça ? Quelles sont vos pistes de réflexion ? Alors, il faut savoir, et ça, c'est pas assez traité par les médias, et je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui pour ça. 3/4 des réfugiés aujourd'hui, ce sont des femmes et des enfants. 3/4. Et à la télé, on ne voit que des hommes qui traversent une frontière. C'est le moment 3/4. Le chiffre est contesté. La plupart des organisations internationales parlent de la moitié quand même. Là, 3/4. 51% d'enfants. C'est ça. 3/4 de femmes et d'enfants. Donc, ça couvre encore plus. J'aimerais appuyer sur ce point-là, parce que si 3/4 des gens sont des femmes et des enfants, ce sont des gens vulnérables. Ils étaient déjà vulnérables, mais ils le sont encore plus. Et il y a un besoin spécifique pour créer des solutions pour les femmes. Parce qu'on le sait, une femme sur 10 est enceinte quand elle arrive en Europe en tant que réfugiée. Et on a notamment beaucoup de femmes qui prennent en fait des pilules contraceptives avant de prendre le chemin, parce qu'elles ont... Pour éviter les risques d'agression, ou en tout cas de tomber enceinte. Les risques d'agression et de tomber enceinte lors d'un viol. Ouais. Alors, la cause des femmes, c'est quelque chose qui vous tient à cœur aussi. Vous avez animé, ou vous animez peut-être encore, Girls in Tech. C'est un réseau de femmes ou de jeunes femmes qui travaillent dans la technologie. Quel est le but de ce réseau ? Le but, c'est de rendre les femmes qui réussissent, et dans la technologie, dans l'industrie de la technologie et du numérique, plus visibles. En fait, le constat a été fait que les femmes, et on s'occupe de femmes entre 25 et 35 ans, ne voient pas de femmes au-dessus d'elles qui les inspirent, n'ont pas de modèle sur lequel elles peuvent se baser pour en fait grandir dans leur entreprise. Et c'est ça qui leur fait manquer de confiance, mais aussi leur fait ne pas progresser et ne pas avoir un chemin, un guide. Et c'est sur ça qu'on veut taper, c'est-à-dire donner des exemples. Voilà à quoi ressemble une femme qui réussit, et voilà son parcours. Donc, dire que c'est possible. On ne parle jamais de genre pendant nos conférences. Notre question n'est pas de dire il y a un manque de femmes, mais c'est plutôt de dire on va parler de technologie, et en fait, c'est une femme qui va parler de technologie. Et ça fait toujours du bien de se retrouver devant une femme qui est intelligente et qui peut parler de technologie et pas d'autre chose. Et on l'a vu parce qu'on a créé donc ces conférences, mais on a aussi créé un mentorat pour ces femmes, et en 6 mois, la moitié de ces femmes ont été promues. Et il y en a une notamment qui a été promue au board level, donc exécutive. Et les autres femmes ont démarré l'entreprise, ou ont démarré un cours et ont démarré un mentorat propre dans leurs entreprises. Il y a eu une vraie accélération de leur croissance. Elles y ont cru, et c'est parce qu'elles ont pu parler à des hommes, mais aussi des femmes mentors. Des femmes mentors qui sont des sources d'inspiration. Merci beaucoup Joséphine Goub. Le sujet qui va suivre va certainement vous intéresser, parce que ça parle aussi un petit peu de technologie. Ça se passe en Afrique du Sud, des lycéennes à la conquête de l'espace. Elles sont 150 et accompagnent le lancement du premier satellite privé africain en programmant des robots. Noémie Roche. Ces lycéennes viennent de construire leur tout premier mini-robot. Une réussite visiblement stimulante.
Depuis que j'ai commencé ce programme, je suis plus intéressée par la technologie et la science. J'ai donc décidé de continuer dans cette voie et j'aimerais me former en ingénierie. Pousser les jeunes femmes à s'orienter vers un domaine quasi exclusivement réservé aux hommes, c'est tout l'objectif de cette formation. Actuellement, moins de 10% des femmes africaines étudient les matières scientifiques dans l'enseignement supérieur. Alors cet organisme de développement a imaginé un programme d'1 semaine. Ici, les jeunes femmes ont une mission, participer activement à l'envoi sur orbite du premier satellite privé du continent, prévu dans quelques mois. Au cours de nos derniers ateliers, les jeunes femmes ont accompagné les ingénieurs et elles ont travaillé à leur côté pour décider de ce que le satellite allait observer. Elles ont choisi d'étudier l'agriculture et la sécurité alimentaire en Afrique. Le programme va également inclure des étudiantes d'autres pays voisins. Les meilleurs élèves seront sélectionnés pour concevoir le fonctionnement interne du satellite. Mais certaines voient déjà infiniment plus loin. Ce que je voudrais vraiment, c'est découvrir une nouvelle planète et lui donner un nom. Et aussi, j'aimerais travailler pour la NASA et pourquoi pas construire ma propre entreprise, comme la NASA. En attendant, ces lycéennes continuent de tester leurs prototypes. Un premier pas, avant d'aller un jour peut-être décrocher la Lune. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. À très bientôt.